Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Monsieur Paul Christophe, président du groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, notre pays en est-il rendu à voir chaque effusion de joie, chaque ferveur nationale être entachée, polluée par des débordements, pire, des délits et des crimes qui viennent gâcher la fête. Après la victoire du Paris Saint-Germain, quel bilan? Nos policiers et nos sapeurs-pompiers ont été violemment agressés. Nos concitoyens terrorisés face à une société d'où nous n'arrivons plus à endiguer la violence. 600 personnes interpellées, des dégradations matérielles majeures à Paris et ailleurs, plusieurs décès, des drames de trop. Nous devons nous battre sur les sujets qui comptent. Chez Horizon, nous refusons l'inaction. Pour reprendre les mots d'Édouard Philippe, la justice, c'est à la fois une valeur et une institution. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'institution va mal. Nous nous égarons dans une bataille sémantique absolument inutile, alors que seule compte la réponse pénale. Nous croyons résolument qu'une peine courte, ferme et immédiate a plus d'impact qu'un bracelet ignoré. Avec Loïc Hervan, nous avons fait des propositions concrètes visant à enfin faire exécuter les peines d'emprisonnement fermes et à permettre les courtes peines. Cette proposition de loi a même été adoptée par l'Assemblée nationale. Mais où en sommes-nous? Allez-vous faire en sorte que ce texte soit examiné au Sénat? Avec Naïma Mouchou, nous avons défendu un texte visant à restaurer l'autorité de l'État. Disons-le aux Français, ce texte aurait permis de condamner plus fermement les agresseurs de nos policiers et de nos sapeurs-pompiers de ce week-end. Où en sommes-nous? Pourquoi ce texte n'est-il pas inscrit par le gouvernement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, malgré un avis favorable de votre garde des Sceaux? Aussi, Monsieur le Premier ministre, comment justifier de ne pas voir ces mesures concrètes, nécessaires et attendues aboutir? Gardons-le à notre esprit. Sans une justice efficace, pas d'ordre, pas de confiance, pas de lien social. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur François Bayrou, Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Paul Christophe. Avant de répondre très directement à la question que vous m'avez posée, je veux simplement que nous ayons une pensée pour les forces de l'ordre, ceux qui font le travail, ceux qui sont sur le terrain, qui subissent ces assauts. Merci de ce mouvement. Ceux qui subissent ces attaques et ces agressions et qui, en notre nom, font l'impossible pour maintenir l'ordre dans le type d'événement que vous avez décrit si justement. Vous avez décrit justement ce qu'est l'exaspération de millions de Français qui regardent ces scènes avec le sentiment qu'en fait, il n'y a rien à faire, que d'une certaine manière, c'est une fatalité, et ceci est proprement inacceptable. Alors il faut poser les questions simplement. Est-ce que nous pouvons ne rien faire en face de la multiplication de ces événements? Ma réponse est non. Et je pense qu'il faut, vous en avez indiqué plusieurs pistes, vous avez indiqué ce qu'était la préparation d'une réponse pénale améliorée. Je vais vous dire deux choses qui sont mon sentiment. La première de ces réponses, c'est peut-être, le garde des Sceaux l'a proposé, que là où dans la loi sont inscrites des peines maximales, on puisse inscrire aussi des peines minimales. Et c'est la première chose. Et deuxième chose, en réalité, ces événements
n'ont rien à voir avec une rixe dans un coin de rue. C'est prémédité, préparé, organisé. Ce sont des violences en réunion. Et la loi prévoit en effet des aggravations de peine. Mais ces aggravations de peine sont extrêmement complexes dans la mesure où elles exigent des accumulations de circonstances particulières, notamment sur la gravité des blessures. Je pense qu'il faut être beaucoup plus clair que cela. Il faut que l'aggravation des peines liées à des violences en réunion et à des violences préméditées, que cette aggravation de peine soit plus nette. Et je pense qu'au lieu d'avoir une multiplication de circonstances aggravantes, il faut simplifier cela pour que ça devienne lisible pour tout le monde. Donc peine minimale s'il le faut. Deuxièmement, augmentation ou amélioration des circonstances aggravantes, de manière qu'il soit clair aux yeux de tout le monde que ce type de violence préméditée, préparée, organisée et désormais régulière ne peut pas être acceptée dans un pays comme le nôtre. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent Madame Farida Amrani pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, l'extrême droite tue, le climat politique raciste et islamophobe tue. Samedi soir, un acte terroriste a encore été commis sur notre territoire. Hichem Meraoui, ressortissant tunisien de 45 ans, a été assassiné par un terroriste d'extrême droite dans le Var. Un homme de nationalité turque a également été pris pour cible et blessé. Nos pensées accompagnent leurs proches et leurs familles. Ciblés parce qu'ils étaient étrangers, ciblés parce que perçus comme musulmans. Ce terroriste a revendiqué son acte dans des vidéos appelant à tirer sur les Maghrébins et à voter pour l'extrême droite. Il l'a fait sur Facebook, là où plusieurs députés du Rassemblement national ont contribué à propager la parole raciste, islamophobe et antisémite en toute impunité. Il a dit avoir agi au nom du drapeau français. Mais je veux ici le dire, la France, ce n'est pas et ce ne sera jamais le racisme comme étendard. Ce n'est pas un acte isolé. Il y a 5 semaines, Aboubacar Cissé est poignardé à mort dans une mosquée, tué parce que musulman. Le 31 août dernier, Jamel Benjabala, 43 ans, est assassiné par un militant d'extrême droite. Sa famille se bat toujours pour faire reconnaître le mobile raciste. Et dans ce climat, qu'a fait votre gouvernement? Rien. Pire encore, vous portez les idées de l'extrême droite, vous ne faites plus qu'un. De Bruno Retailleau à Manuel Valls, en passant par celle censée lutter contre les discriminations, votre gouvernement n'a qu'une seule mission: diviser, stigmatiser et armer l'extrême droite. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser d'alimenter et de flatter les fantasmes de l'extrême droite qui nous mettent une cible dans le dos? Combien de morts faudra-t-il pour que vous protégiez enfin l'ensemble La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, ce qui s'est produit dans le Var est trop grave pour jeter des accusations sur quiconque, mais sur l'auteur. Je voudrais d'abord avoir une pensée émue pour la victime, celui qui est mort, celui qui est blessé, pour leur famille que nous allons retrouver. Mais je veux dire aussi pour la communauté, notamment la communauté tunisienne. C'est la raison pour laquelle je me suis rendu à l'ambassade de Tunisie ce matin et j'ai eu hier mon homologue ministre de l'Intérieur tunisien, parce qu'il y a eu un écho énorme, non seulement ici sur le sol national avec la communauté tunisienne, mais aussi à Tunis. Ce que je veux dire de la façon la plus solennelle, c'est que là encore les policiers, les gendarmes ont très bien réagi, puisque le crime s'est passé à 22h30, à 5h30, nous avions retrouvé l'auteur. Ce crime, il a été prémédité et il est signé. Il était prémédité puisqu'il y a eu des vidéos,
Nous avons saisi des armes dans la voiture, mais surtout, il est signé. C'est clairement un crime raciste. C'est un crime sans doute aussi anti-musulman et peut-être aussi un crime terroriste puisque le PNAT a été saisi. Je veux le dire de la façon la plus nette. Le racisme, ce n'est pas la France. Le racisme, c'est un poison. C'est un poison qui tue. Et précisément, c'est un crime barbare, bien sûr. Et précisément, la France, c'est la République. Et la République ne fait aucune différence entre la couleur de la peau, les origines ou bien les croyances. Croyez-moi, je suis très heureux que le PNAT s'en soit saisi et j'espère que la justice sera intraitable et implacable pour ce qui constitue un crime anti-français. Chaque crime raciste est un crime anti-français. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Hanan Mansouri pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, samedi soir, une fête attendue depuis des décennies par les supporters parisiens, un moment inégalé depuis la victoire de l'Olympique de Marseille il y a 32 ans, a tourné au drame. Le bilan est digne d'un scénario catastrophe. 2 morts, 200 blessés, 560 interpellations à travers tout le pays. Nous pourrions dire que le laxisme institutionnalisé nous a habitués à ce genre de violence gratuite. Et pourtant, ces actes barbares ont réussi l'exploit de nous choquer à nouveau. Mais aujourd'hui, je ne ferai pas le procès de Beauvau ou de Vendôme. Je ne dresserai pas la liste des erreurs évitables. Je ne commenterai pas non plus la déclaration du président de la République au soir de la victoire. Je range donc ma robe de juge. En revanche, j'attends que vous rangiez à votre tour votre costume de délégué de la classe, avec ces réponses toutes faites pour se défausser de toute responsabilité, pour nous dire encore une fois que tout a été fait. Si tel est le cas, alors vous actez aujourd'hui de la chute de l'État. Un périphérique paralysé, des motards passés à tabac, puis dépouillés, la plus belle avenue du monde saccagée et pillée, des cyclistes et conducteurs de scooters renversés, des pompiers agressés et des Français tués. Et pourtant, selon l'empereur de la mauvaise foi et de l'indécence, notre collègue Léaumont, la barbarie serait à chercher du côté des forces de l'ordre. Ces racailles se seraient mises à voler parce qu'ils ont été gazés par la police. Réflexe logique sans doute. Seulement, les Français n'en peuvent plus de cette insécurité qui vient de l'intérieur, de ces individus qui sèment le chaos partout où ils passent, de cette justice qui n'a plus rien de juste, en ayant notamment fait du sursis la règle et du ferme l'exception. Mais plus encore, les Français n'en peuvent plus de se sentir ignorés, qu'on leur dise qu'ils sont fachos, qu'ils sont manipulés par ces news. Alors, Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour que l'ordre soit respecté dans la rue et que la justice soit rendue dans les tribunaux ? Quand pourrons-nous exulter de joie sans peur, afin que je puisse connaître cette France dans laquelle vous êtes née, mais que je n'ai jamais connue ? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Madame la députée, il y a un point sur lequel nous sommes en accord. Quand j'ai vu des tweets de la France insoumise, selon lesquels le fauteur de troubles, c'était le ministre de l'Intérieur. C'était ni les casseurs, ni les voleurs, ni les pilleurs, mais le responsable de l'ordre public. Et eux qui exonèrent les responsables du désordre. Madame la députée, je voudrais vous répondre. La réponse, elle est de 3 ordres. D'abord, le maintien de l'ordre. J'ai ici un tableau que je me suis fait faire pour comparer les forces que nous avons mobilisées samedi et dimanche par rapport à d'autres manifestations du même type. 5400 policiers et pour la même finale de la Ligue des Champions avec le PSG en 2020, c'était 3000. Vous vous rendez compte de la différence? Je rends hommage aux gendarmes, aux policiers qui ont été exceptionnels. 30 ont été blessés. Au moment où je parle, il y a un policier qui a été plongé dans le coma artificiel. Il y a eu plusieurs sapeurs-pompiers de blessés. Voilà, il faut dénoncer les fauteurs de troubles et non pas les forces de l'ordre. Donc le travail a été fait, il n'y a jamais eu autant de gardés à vue, jamais autant d'interpellations. La deuxième réponse, c'est la réponse pénale. Le Premier ministre vient d'en parler. Aujourd'hui, il faut une révolution pénale. La sanction n'est clairement pas à la hauteur de ce que font justement ces fauteurs qui troublent l'ordre public. C'est fondamental. La sanction
doit tomber, y compris pour les mineurs, mais y compris pour les majeurs. Il faut voir aussi, dans le cadre de ces enquêtes judiciaires, si on ne peut pas utiliser demain, avec un texte législatif, la reconnaissance faciale, qui sera une aide déterminante pour reconnaître, là encore, les coupables. Et enfin, il y a, là encore, une société à changer profondément pour réhabiliter l'autorité et le respect. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Philippe Ballard pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Elle est très simple. Pourquoi êtes-vous, comme la Macronie, toujours en retard d'une bataille? Vous déplorez la faiblesse de certaines peines prononcées après le chaos de 2 nuits durant lesquelles plusieurs villes ont été livrées aux barbares. Mais qu'avez-vous fait depuis des années? Car hélas, ce n'est pas la première fois que notre pays connaît cette anarchie. Cela devient malheureusement récurrent. Pourquoi dès lors la Macronie n'a pas adapté ces dernières années notre arsenal juridique, reprenant notamment des idées, des propositions portées par le Rassemblement national depuis fort longtemps? Nous serons implacables, a dit le chef de l'État dimanche. Mais il fallait comprendre implacable ou incapable? Ces dernières heures, avez-vous pris des circulaires à destination des procureurs, des magistrats du siège, les invitant à faire preuve de fermeté? Avez-vous demandé aux procureurs de faire appel quand, par exemple, un individu ayant effectué un tir tendu sur les policiers est condamné à 3 mois avec sursis et 500 € d'amende, alors qu'il encourt une peine de 3 ans et 45 000 € d'amende? Je vous remercie, Monsieur le député. Je croyais qu'il allait continuer sa question. Monsieur le ministre, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je me suis exprimé en effet pour dire depuis plusieurs semaines, vous l'avez vu dès mon arrivée à la Chancellerie, que j'étais favorable à la suppression du sursis, favorable à la mise en place de peines minimales, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre. Et d'ailleurs, de manière générale, quand on demande la fermeté de la justice, il faut la respecter dans tous les procès, Monsieur le député. Je vous remercie. Allez. Je vous remercie, Monsieur le ministre, Monsieur le député. Alors, Monsieur le ministre, j'ai compris que vous vous gardiez un peu de temps pour répondre à ce que j'allais vous répondre maintenant, mais nous au RN on est sympa, vous voyez, on va vous donner quelques idées, vous pouvez prendre des notes, ça pourrait vous aider. Voilà quelques mesures portées par Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022, des législatives de 2024 par Jordan Bardella. Peine minimale automatique dès la première condamnation, peine plancher pour les récidivistes, suppression des allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes, présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, construction de places de prison et centres éducatifs fermés, abaissement de l'excuse de minorité, construction et adaptation aux constructions de places de prison et de centres fermés, à l'application du principe tu casses, tu payes. Les Français en ont marre. Agissez ou laissez-nous votre place, ça sera sûrement plus efficace. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Je crains, Monsieur le député, que vous soyez dans cette affaire croyant mais pas pratiquant. Vous n'avez voté ni la loi terroriste numéro 1, ni la loi terroriste numéro 2, ni la loi de renseignement, ni la loi séparatisme, ni aucun des crédits du ministère de la Justice. Je crains, Monsieur le député, que citer le nom de Madame Le Pen ne suffise pas pour avoir de la fermeté. Je crains, Monsieur le député, qu'il faut mettre vos fonctions, vos idées avec le vote, que vous avez besoin de soutenir les magistrats, le nombre des magistrats partout dans les tribunaux, les soutenir et pas simplement quand ça vous arrange, les soutenir partout, les soutenir tout le temps, c'est ça la République. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Allez. Chut. La parole est à présent à Monsieur Nicolas Metzdorf pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adresse au ministre d'État des Outre-mer, Monsieur Manuel Valls. Monsieur le ministre, on le voit, on le constate, dans notre monde aujourd'hui, les nations ennemies, hostiles à la France, tentent d'agrandir leur emprise et leur empire sur de nouveaux territoires. La France, elle, donne le sentiment dans le même temps de vouloir reculer.
de vouloir reculer sur une de ses forces principales, le fait de rayonner à travers le monde. On parle d'indépendance association, donc d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie malgré 3 référendums. On parle d'une réforme de la Constitution sans tabou pour la Guyane. On parle d'un nouveau référendum pour la Polynésie française et on vacille face aux Comores pour protéger l'île française de Mayotte. Monsieur le ministre, est-ce que la France a encore une ambition? Non pas pour ses outre-mer, mais pour elle-même. Que pouvons-nous dire à ces centaines de milliers de Français d'outre-mer, sur leurs îles, qui brandissent le drapeau français, qui chantent la Marseillaise? Que pouvons-nous dire, si ce n'est aujourd'hui d'essayer de les raisonner sur le sentiment d'abandon qu'ils puissent avoir? Monsieur le ministre, vous savez, mon arrière-grand-père a quitté la Nouvelle-Calédonie pour la première fois de sa vie pour venir se battre aux côtés de tirailleurs kanaks à Verdun, pour défendre la France, la République et l'idéal qu'il en avait. Nous méritons mieux que l'abandon. Nous ne voulons pas de reconnaissance. Nous voulons simplement de l'ambition et la fierté de pouvoir se dire que nous sommes des Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député cher Nicolas Metzoff, moi, comme vous, je ne doute pas du rôle et du message de la France dans le monde. Et je ne doute pas du lien entre notre pays, la République et les territoires ultramarins. Mais la République ne peut ignorer ni les blessures profondes, ni les fractures blessées, ni l'histoire et sa complexité. Pour s'aimer et pour être fier de soi-même, il faut connaître son histoire et il faut connaître les autres. Notre devoir, c'est de préserver l'unité. C'est l'autorité de l'État, c'est d'agir. C'est ce que nous faisons à Mayotte, avec un texte de loi qui va vous être présenté dans quelques jours et qui engage plusieurs milliards d'euros, ce qui n'avait pas été fait, ce qui n'avait jamais été fait, avec la promesse de l'égalité enfin attendue par nos compatriotes mahorais. C'est venir en soutien aux Réunionnais, c'est de venir en soutien à travers un nouveau texte de loi sur la vie chère pour les Antilles, c'est de soutenir la lutte contre le narcotrafic aux Antilles et en Guyane. Et en Nouvelle-Calédonie, et vous le savez, monsieur le député, c'est trouver un chemin. Il est difficile entre différentes aspirations, mais pas en opposant les uns et les autres, pas en opposant les histoires, en reconnaissant ces fractures béantes et en faisant en sorte que chacun, enfin, puisse se retrouver. Et pour cela, je compte sur vous, comme je compte sur le député Emmanuel Djibaou, parce que je suis convaincu qu'un accord est possible en respectant l'histoire, en ne cédant pas à la caricature et en brandissant un seul drapeau, celui du cœur et de la République, parce que c'est ce que tout le monde attend là-bas. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Vous avez quelques secondes, Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, on a l'habitude d'arriver à finalement s'entendre. Et ne doutez pas de la volonté des non-indépendantistes de trouver un accord qui permette à la Nouvelle-Calédonie de se reconstruire dans la paix. Mais, Monsieur le ministre, ce nouvel accord devra être dans le choix des Calédoniens, celui de la France. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à présent à Madame Julie Ozen pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Albert Chotard, agriculteur en Bretagne, est décédé ce samedi 31 mai après 40 ans de combat contre la maladie de Parkinson et sa cause, l'exposition aux pesticides. Le groupe écologiste et social adresse ses pensées à ses proches et rend hommage à son combat. En 2020, Santé publique France a comptabilisé 26 000 nouveaux cas de Parkinson et pour cause, le consensus scientifique est incontestable. Les pesticides détruisent la vie des Français. Pourtant, le gouvernement soutenait la semaine dernière le passage en force de la loi Duplon qui réautorise un pesticide interdit à cause de sa dangerosité. Ceci contre la volonté de 83% des Français. Pourtant, le gouvernement soutenait la semaine dernière le passage en force de la loi Duplon, je le répète. Explosion des cancers et des leucémies, voilà la réalité derrière votre obstination à ne pas sortir de notre dépendance aux pesticides.
Qui dans cet hémicycle a Un peu encore de la chance de silence. ne pas avoir de proches touchés par l'une de ces maladies? En si peu de temps, vous avez volé en éclats le principe de non-régression environnementale. Suppression des zones en ville qui protègent les citoyens les plus précaires contre la pollution de l'air. Suppression du ZAN qui protège nos terres agricoles et naturelles face à la bétonisation, aux inondations, aux sécheresses. Suspension de MaPrimeRénov' qui aide les ménages modestes à vivre dans des logements décents. Passage en force pour relancer le chantier absurde de l'autoroute A69 dont l'utilité n'est aucunement démontrée. À l'inverse, son impact catastrophique pour la biodiversité et la qualité de l'air est reconnu. La science, vous la piétinez. La santé des Français et de ceux qui la nourrissent, vous la détruisez. La confiance des citoyens et de la jeunesse envers les institutions démocratiques et judiciaires, vous la bafouez. Merci beaucoup, Vos Madame la volte-face sont des députée. mesures écologiques et sociales. Merci beaucoup. La parole est à monsieur. Vous avez terminé, Madame la députée. La parole est à monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la présidente, madame la députée Ozen, mesdames et messieurs les députés. Je vais essayer de répondre calmement aux cris que vous avez lancés sur l'impact d'un certain nombre de facteurs, sur la santé. Effectivement, beaucoup de choses sont à étudier de près. Et je voudrais rebondir, et j'ai déjà eu l'occasion de le faire, sur la nécessité d'avoir des données, d'avoir un registre. Et vous savez que vous avez été un certain nombre de députés déjà à avoir posé cette question, et je le réaffirme. Et quelque part, je m'adresse aussi à la présidente de l'Assemblée nationale et à l'ensemble des présidents de groupe. Il y a une proposition de loi de Sonia de la Provôté sur effectivement l'établissement d'un registre national pour mesurer justement l'impact des causes qui sont multiples et variées. Il y a des causes personnelles avec l'exposition au tabac, l'exposition à l'alcool, l'exposition à des drogues. Il y a la qualité de l'air avec le dioxyde d'azote, avec les particules fines, à 40 000 morts par an, tout à fait. L'impact sur la qualité de l'eau, les PFAS, et tous ces sujets nécessitent d'avoir des données. Donc je vous appelle tous à pouvoir inscrire cette proposition de loi pour pouvoir établir ce registre. Si vous nous laissez finir, je peux vous dire que ce registre est soutenu par l'ensemble des scientifiques. Ça a donné lieu à une tribune dans Le Monde. Et je pense que collectivement, nous devons agir. Maintenant, sur les pesticides. Ça a été très bien dit par Annie Genevard. Quand les pesticides sont dangereux pour la santé, ils sont interdits au niveau de toute l'Europe et ils seront interdits en France quand ils provoqueront des malfaçons, des cancers ou des maladies neurodégénératives. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous en appelez à la présidence de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que la moitié de l'ordre du jour est détenue par le gouvernement. La parole est à présent à monsieur Hubert Ott pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Transition écologique, le mouvement démocrate, depuis son origine, a placé l'écologie au cœur de son projet de société. L'écologie doit rassembler, c'est notre conviction. Et c'est ainsi que depuis 2017, notre groupe poursuit cet objectif responsable face à la crise climatique. Les débats récents que nous avons eus collectivement sur la remise en cause des ZFE ou sur l'avenir du ZAN montrent qu'une trajectoire de transition doit toujours s'accompagner de solutions réalistes et accessibles à tous. Parce que l'écologie ne doit pas se transformer en impasse. Aucune réponse aux défis environnementaux ne peut se construire sans ou contre les Français. Mais deux réalités nous interpellent. Le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité. Elle nous impose sécheresse, inondations, tempêtes, pollution de l'air, dépérissement des forêts, et nous nous retrouvons avec une dette écologique qu'il est de notre responsabilité de ne pas léguer à nos enfants. Plus que jamais, nous devons prendre la science comme boussole pour comprendre
Nous devons nous écouter, partager et réfléchir ensemble avant de décider. Nous devons respecter le réel et le vivant pour agir avec justesse et surtout transformer sans dégrader. Partout, des personnes engagées, chefs d'entreprise, citoyens, agriculteurs ou viticulteurs, incarnent cette écologie concrète. Ils cultivent le respect de la nature, intègrent l'innovation et se réunissent pour bâtir un avenir durable. Ils sont nos exemples. Il n'y a pas une solution unique, mais des solutions concrètes, adaptées à chaque territoire. Parce que les enjeux ne sont ni simplistes, ni réduits à un choix binaire. Les réponses se construisent dans la cohésion, la compréhension, pour un bénéfice partagé. Dans un contexte où reculer serait renoncer, ma question est: comment le gouvernement compte-t-il maintenir le cap d'une écologie qui rassemble et qui exige, capable de répondre aux grandes attentes, préserver la santé, respecter le vivant et l'environnement, encourager notre économie? Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hoth. Vous avez raison de poser la question de l'exigence de protection de l'environnement et d'acceptabilité de cette protection pour les Français. C'est une question centrale et elle doit le rester. C'est l'écologie ne peut pas être une variable d'ajustement au gré des humeurs ou des échéances électorales. Or, les dernières semaines, nous le savons, ont été difficiles pour l'écologie. Et non, ce n'est pas la première fois. Mais cela n'affaiblit pas notre détermination pour agir. C'est pendant qu'on combat, le climat, lui, ne négocie pas. Ses effets sont visibles, concrets, parfois violents, et nous n'avons plus le luxe de faire semblant. Je crois comme vous en une écologie populaire, pleinement compatible avec le progrès, et j'en veux pour preuve le vote intervenu au Sénat hier soir sur l'excellent texte porté par Anne-Cécile Violent et Antoine Vermorel-Marquez contre l'ultra-fast fashion. Une majorité large, transpartisane s'est retrouvée autour d'un enjeu concret qui conjugue écologie et emploi. Je crois aussi à une écologie qui transforme nos modèles sans punir les Français, mais en les protégeant et en les accompagnant, pas en les trompant. Une écologie qui crée aujourd'hui plus d'emplois que le reste de l'économie. Une écologie qui permet de donner des solutions comme nous le faisons avec le leasing social ou lorsque nous accompagnons les Français pour protéger la qualité de l'eau ou la qualité de l'air. Et quand nous travaillons avec les élus locaux sur l'artificialisation, c'est pour mieux concilier développement des territoires et protection des sols. Et alors oui, il nous faut une écologie du réel, une écologie du courage, une écologie qui n'oppose pas mais qui rassemble, une écologie qui protège surtout. Vous le savez, aux côtés du président de la République, depuis 2017, nous avons accompli des progrès significatifs. Moins 20% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Une amélioration de 30% de la qualité de l'air dans les plus grandes agglomérations. Merci. Près de 50 000 emplois industriels créés. C'est ça notre bilan et nous continuerons à le porter. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Laurent Lardy pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la politique économique que vous soutenez depuis 2017 et que vous poursuivez depuis votre prise de fonction repose sur une théorie du ruissellement selon laquelle favoriser les plus riches bénéficierait in fine à l'ensemble de la société. Pourtant, loin de stimuler durablement la croissance, la politique menée depuis 8 ans a surtout amplifié les inégalités, affaibli les services publics, accru la précarité et creusé la dette. Et quant à la baisse du chômage, elle a pour l'essentiel résulté de l'amplification des emplois précaires et des statuts d'entrepreneurs ubérisés. Face à cet échec patent, il est maintenant urgent de réorienter la politique économique de la France. Le Portugal, depuis 10 ans, l'Espagne, depuis 5 ans, mettent en œuvre des politiques qui favorisent l'augmentation du pouvoir d'achat pour relancer leurs économies, tout en soutenant les entreprises et la réindustrialisation. Alors que cette politique économique permet aujourd'hui à l'Espagne d'avoir une croissance 3 à 4 fois supérieure à la nôtre, vous préparez des mesures d'économie qui pénaliseraient les ménages et le soutien à la relance économique.
Le possible gel de ma prime Rénov' dès juillet, révélé ce matin dans la presse, serait une folie économique et climatique. Monsieur le Premier ministre, alors que nous approchons du mur de la récession, qu'attendez-vous pour vous affranchir des dogmes libéraux et enfin prendre exemple sur nos voisins européens, sur ce qui marche? Qu'attendez-vous pour prendre les mesures de relance du pouvoir d'achat et de soutien à l'investissement, notamment dans l'industrie? Enfin, qu'attendez-vous, Monsieur le Premier ministre, pour réorienter la politique économique de la France au service de la justice sociale et de l'efficacité? Monsieur le député, la parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Monsieur le député Laurent Lardy, avant de distribuer les richesses, il faut produire. Et donc le cœur de la politique économique menée depuis 2017, c'est de protéger les entreprises dont nous avons besoin. Et croyez-moi, je reviens d'une tournée en Asie du Sud-Est avec nos entreprises autour du Président de la République. La concurrence est très forte partout, donc protéger nos entreprises, développer nos entreprises, c'est la première priorité. Et d'ailleurs, la première inégalité, c'est celle qui est devant l'emploi. Et quand vous regardez l'effet sur le chômage des politiques menées depuis 2017, jamais depuis 20 ans nous avons eu un taux de chômage aussi bas. Pour protéger les entreprises, il faut investir en termes d'attractivité. Pour la 6e année consécutive, la France, et nous devrions tous en être fiers, est le pays le plus attractif d'Europe. Vous parlez d'échecs, ça c'est un succès. Cette politique qui vise aussi à réindustrialiser est une façon au bénéfice de tous d'assurer la transformation écologique et énergétique, qui est aussi au cœur de notre projet, car il n'y a pas de développement s'il n'est durable et partagé. Et la réindustrialisation, ça permet d'avoir des productions décarbonées et c'est accompagné d'un plan de transformation écologique qui est également extrêmement engagé et qui va nous permettre en 2050 d'être au rendez-vous d'une économie zéro carbone. C'est tout cela que nous faisons. Mais pour faire tout cela, eh bien, effectivement, il est essentiel de rééquilibrer nos finances publiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la dette, et le Premier ministre le dit depuis bien longtemps, la dette pèse sur l'ensemble du pays. Le coût de financement cette année de 67 milliards d'euros, il sera dans 3 ans de 100 milliards d'euros. Et donc nous sommes dans une situation où, au contraire, une politique de relance alourdirait la dette et réduirait nos marges de manœuvre. Et c'est bien la réduction des déficits qui est la seule façon de poursuivre une trajectoire de croissance. Enfin, je veux rappeler que nous sommes en ce moment, en Europe continentale, un des pays qui, depuis le début de l'année, a une des croissances les plus vigoureuses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Michel Lozana pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et des Familles. Madame la Ministre, le tabagisme reste aujourd'hui la première cause de mortalité évitable en France. Il tue chaque année près de 75 000 personnes, dont 46 000 des suites d'un cancer. Face à cette urgence de santé publique, notre mobilisation donne des résultats. La France enregistre son plus bas niveau de tabagisme depuis 35 ans, avec une baisse particulièrement marquée chez les jeunes de moins de 25 ans. Ce progrès est le résultat d'efforts conjoints, pouvoirs publics, professionnels de santé, associations, collectivités, mais aussi de la volonté croissante de nos concitoyens de tourner la page du tabac. Pourtant, nous ne devons pas relâcher notre vigilance. Le nouveau programme national de lutte contre le tabac 2023-2027 constitue un levier majeur avec des mesures déjà engagées. L'interdiction des puffs, bientôt celle des sachets de nicotine, des campagnes de prévention renforcées et désormais un élargissement des espaces sans tabac. Ce week-end, vous avez annoncé qu'à partir du 1er juillet, de nouveaux lieux seront concernés, les plages, les parcs publics, les abribus, mais aussi les abords des écoles, des piscines et des équipements sportifs. Il s'agit d'une mesure claire. Là où il y a des enfants, il ne doit plus y avoir de tabac. Je salue cette initiative largement soutenue par nos concitoyens. Plus de 80% des Français jugent ces espaces nécessaires et les considèrent comme efficaces pour limiter le tabagisme passif. Aussi, Madame la Ministre, quels moyens concrets seront mis en œuvre pour garantir l'effectivité de ces nouveaux espaces sans tabac sur tout le territoire? Et surtout, quelles seront les prochaines étapes du programme national pour atteindre nos deux grands objectifs, accompagner les fumeurs vers l'arrêt et faire émerger une génération sans tabac d'ici 2032? Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Michel Lozana, vous avez raison, monsieur le député, et le constat que vous venez de dresser est effectivement à la fois un constat encourageant et en même temps un constat qui implique que nous continuions nos efforts. Continuer nos efforts parce que vous venez de le rappeler, 205 morts par jour à cause du tabac, 75 000 personnes, dont 46 000 à la suite d'un cancer. Quand on parle de santé publique et que l'on parle de coût de la santé publique, c'est un coût de 150 milliards par an, sans parler des souffrances que connaissent celles et ceux qui ont ces pathologies. À partir de là, il y a effectivement une longue suite de mesures qui ont été prises et nous devons continuer parce que nous le voyons, vous venez de citer les chiffres, je voudrais rappeler que nous avons encore 17% de jeunes qui nous disent fumer tous les jours. C'était en 2023 et ces jeunes sont des jeunes de moins de 20 ans. Et donc, quelque part, encore 17%. La question qui se pose, c'est effectivement à quand la génération sans tabac? C'est cela le défi que nous devons porter ensemble, mesdames et messieurs les députés. Et pour ce faire, il faut que là où il y ait des enfants, il n'y ait pas de tabac. C'est le sens des interdictions qui seront effectives le 1er juillet prochain. Elles seront effectives par un décret en Conseil d'État qui est en fin de discussion. Derrière, une campagne de communication pour informer chacun de nos concitoyens. Et je voudrais saluer le travail des élus, car nous avons déjà des municipalités qui ont pris des arrêtés aux abords des écoles, par exemple, certains autour des parcs. Eh bien, nous allons donner cette base légale qui permettra effectivement qu'on puisse vivre tranquillement à la veille de l'été sur la plage sans mégots de cigarettes. Quand on parle de pollution, les mégots de cigarettes, c'est 25 000 tonnes par an à gérer. Madame la ministre, merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur Mathias Renaud pour le Rassemblement national. Ma question s'adresse à madame la ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, en une semaine, ici à l'Assemblée, l'écologie punitive a connu 4 revers majeurs. Avec la loi du plomb pour les agriculteurs, avec l'A69, avec la loi ZAN et bien sûr avec les ZFE. Ces 4 défaites de l'écologie punitive, ce sont 4 victoires politiques du Rassemblement national. Ce sont surtout 4 victoires pour les Français. Car ce sont eux qui sont soumis par les règles absurdes et autoritaires prises au nom de l'écologie. Ces victoires pour les Français, Madame la Ministre, vous en faites un échec personnel. Depuis une semaine, vous vous épanchez dans les médias pour dire tout le mal que vous pensez des votes à l'Assemblée nationale. Sur les ZFE, vous avez même osé dire que vous aviez honte du vote de l'Assemblée. Que vous aviez honte de l'alliance dans le vote entre le RN, LR, LFI et même quelques députés du bloc central. Que vous aviez honte finalement que les représentants du peuple se comportent pour une fois conformément à ce qu'ils sont, à ce que nous sommes, des représentants du peuple. Car du peuple, vous n'en parlez pas, ou seulement pour justifier l'injustifiable avec les ZFE, c'est-à-dire défendre une politique de ségrégation sociale. Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture propre ne sont pas oubliés, dites-vous. Les petites gens pourront circuler sous certaines conditions, circulation ponctuelle, rendez-vous chez le médecin, circulation avant 8 h ou après 20 h, le tout avec un pass ZFE. Eh bien, c'est exactement ce qu'on appelle une politique ségrégationniste. Alors, Madame la ministre de l'écologie punitive, vous avez perdu sur les ZFE. Vous êtes en train de perdre avec toute une partie de la gauche qui soutient des normes absurdes prises au nom de l'écologie. Alors, Madame la ministre, ma question est la suivante avec ces votes à l'Assemblée. Allez-vous vous accrocher au poste de ministre de l'écologie punitive? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Renaud. Il y a des jours où être ministre de l'écologie, c'est accepter d'être pris en étau.
Un instant plus tôt, Madame la députée Ozen reprochait au gouvernement de ne pas aller assez vite, assez fort, assez loin. À présent, vous m'accusez d'aller trop vite, trop fort, trop loin. C'est la condition sans doute inconfortable mais nécessaire de ceux qui choisissent l'action et la responsabilité plutôt que la démagogie. Vous dressez un inventaire que vous voudriez accablant. Mais que proposez-vous aux Français? À ceux qui ne peuvent plus boire d'eau du robinet parce qu'elle est polluée, à ceux dont les enfants sont à l'hôpital en soins intensifs parce que l'air est pollué, aux agriculteurs qui ne peuvent plus produire en raison des crises climatiques. Que proposez-vous, monsieur le député? Pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles qui nous fait dépendre de la Russie, des États-Unis ou de l'Algérie, que proposez-vous? Pour répondre aux entrepreneurs qui investissent dans les solutions bas carbone et créent de l'emploi et qui attendent de la stabilité politique, que proposez-vous? Que dites-vous aux Français alors que 80% des emplois des Français dépendent du patrimoine naturel? La protection de notre patrimoine naturel, vous le savez, c'est une condition sine qua non de notre souveraineté, de notre santé, de notre industrie, de notre qualité de vie et de notre prospérité future. Alors oui, c'est difficile. Oui, c'est ingrat, mais je préfère agir avec exigence et la science comme viatique plutôt que de flatter avec facilité. Je continuerai de faire ma part avec détermination et constance. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député, vous avez 3 secondes. Madame la Ministre, nous aurons d'autres victoires sur le sujet, je vous l'assure. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous pouvez répondre si vous le souhaitez. Oui, oui, vous avez 24 secondes. Vous qui critiquez si bien, vous n'êtes pourtant pas les derniers à venir me solliciter quand il y a une catastrophe naturelle, quand les habitants de vos circonscriptions sont les pieds dans l'eau, quand les habitants de vos circonscriptions font face à des désastres agricoles. Alors plutôt que de critiquer, proposer, nous sommes dans la responsabilité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. S'il vous plaît, je vais donner la parole à Monsieur Emmanuel Djibaou pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre d'État, ministre des Outre-mer. Durant son déplacement, le déplacement du président de la République en Asie du Sud-Est, nous avons appris par voie de presse que le président reprenait la main sur le dossier calédonien à vos côtés, il me semble. Au-delà de la déclaration d'intention depuis l'autre bout de la planète, cela nous interroge sur la méthode, encore une fois, à un moment crucial du processus engagé avec l'ensemble des parties prenantes. Depuis que je siège au sein de cet hémicycle, mon groupe et moi-même n'avons cessé de vous alerter sur la prudence dans la gestion de nos territoires en crise partout en Outre-mer. Le gouvernement a présenté à DEVA, au terme d'un débat amorcé depuis janvier, un projet d'État confédéré qui reflétait 2 aspirations fondamentales. D'un côté, celle de l'émancipation aux confins d'une souveraineté partagée, de l'autre, celle de la protection et la sécurité de nos compatriotes désireux de conserver un lien avec la France. La rencontre de DEVA, si elle n'a pas abouti à un accord, reste un point d'étape majeur dans l'élaboration de l'accord politique, toujours en cours de discussion, dont il a recueilli les faveurs de la majorité des groupes politiques présents, ainsi que celle du FLNKS. Il faut l'enrichir, le capitaliser afin de répondre aux attentes de nos populations. Nous le savons tous, si aucun accord politique n'est trouvé d'ici fin juin, nous rentrerons dans un tunnel électoral avec une sortie pour fin de semestre 2027, les élections provinciales, municipales et les présidentielles. 3 années dans un territoire exsangue, sans perspective de relance économique, crise sanitaire avec une incapacité à mener les réformes nécessaires à son avenir. La question qu'on se pose, c'est comment capitaliser le passif de cette méthode qui nous a ramenés sur le chemin de la concorde et faire aboutir un accord politique si, une fois encore, la méthode et le format de discussion changent à nouveau. Il est temps de refermer la parenthèse coloniale dans nos pays et que la France prenne sa part dans l'achèvement du processus d'émancipation en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, cher Emmanuel Djibaou, la méthode n'a pas changé. Le Premier ministre m'a confié une mission de rétablir la voie du dialogue, c'est fait.
et de conclure un accord de paix en Nouvelle-Calédonie. Et cette mission, elle se poursuit sous l'autorité du président de la République, bien évidemment, et avec la confiance du Premier ministre. Et tant que j'aurai cette énergie, et tant que je penserai qu'un accord est possible, je poursuivrai cette mission. Et je suis convaincu, et vous le savez, qu'un accord est possible, en alliant les aspirations en effet contradictoires que vous avez évoquées. Et pourquoi un accord est possible en Nouvelle-Calédonie? C'est parce que son économie est aujourd'hui à terre, parce que nous risquons une explosion sociale, parce que le système de santé s'est effondré, parce qu'il y a des centaines de sans domicile fixe à Nouméa, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Alors notre devoir, notre responsabilité, celle de l'État, mais aussi d'abord celle des élus calédoniens, mais également des forces économiques et sociales, c'est de trouver un accord. Parce que sans accord, il ne peut pas y avoir de rétablissement de l'économie et de la situation sociale en Nouvelle-Calédonie. Et donc nous devons travailler jusqu'au bout. Et dans les jours qui viennent, nous ferons avec le président de la République et le chef du gouvernement des propositions de dialogue ici à Paris, peut-être avec les forces économiques et sociales, sans doute avec les maires, mais d'abord avec les forces politiques. Et en achevant le processus de décolonisation et en allant jusqu'au bout du droit à l'autodétermination, en respectant bien évidemment la parole des Calédoniens, mais en n'oubliant pas l'histoire et le passé qui a conduit au désastre des années 80 et qui a conduit au drame de 2024. Donc de toutes mes forces, monsieur le député, oui, de toutes mes forces, je suis convaincu, avec votre soutien et aussi avec celui de Nicolas Metzdorf, nous trouverons une solution. C'est essentiel pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour notre patrie, pour la France. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Aurélien Rousseau pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille. Madame la Ministre, nous vivons une période et une situation paradoxale en matière de cancer. Chaque jour, des traitements nouveaux sont présentés dans le monde entier avec des perspectives très encourageantes. Et en même temps, de très nombreux d'entre nous vivent ou ont vécu avec le cancer, en le disant parfois publiquement, comme vous l'avez fait, Madame la Présidente, avec beaucoup de force, comme je peux le dire aujourd'hui, pas seulement pour excuser de longues semaines d'absence sur ces bancs, mais pour dire aux Françaises et aux Français que ces sujets intimes sont aussi des sujets de politique publique. Madame la Ministre, nous percevons chacun autour de nous l'augmentation des cas, notamment chez les plus jeunes. Combien d'entre eux sont dépistés avec des cancers à des stades avancés? Certains, comme le remarquable professeur Barlesi qui dirige l'Institut Gustave-Roussy, nous disent que nous devons nous préparer à un tsunami, avec des facteurs connus, alcool, tabac, surpoids, régime alimentaire, mais aussi des questions. La part des pollutions environnementales, des aliments ultra-transformés, des perturbateurs endocriniens, des contraceptifs hormonaux. Tout cela est difficile à quantifier. J'ai donc 3 questions, Madame la Ministre. Pouvez-vous vous engager à ce que les recherches en matière de cancer ne soient victimes d'aucune réduction budgétaire dans les mois à venir? Nous devons redonner souffle et visibilité à cette politique. Pouvez-vous nous confirmer l'engagement du gouvernement sur une voie que j'avais mise en avant, celle de la recherche en matière de prévention? Car le levier, ça sera le levier décisif pour lutter contre les cancers et les récidives et mesurer les inégalités sociales. Pourrez-vous enfin vous engager, votre ministère et vous-même, dans un exercice visant à faire la transparence sur ce que nous savons, sur ce que nous ne savons pas, mener à terme le projet de registre? Car aujourd'hui, c'est à la lumière de la science que nous devons avancer, pas à la lumière blafarde du faisceau tendu par les complotistes ou tous les relativistes. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Noder, Catherine Vautrin, au choix. Yannick Noder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Ministre, je salue votre courage et à travers vous l'ensemble des près de 4 millions de Français qui vivent effectivement avec un cancer. Je pense que vous avez cité les grands noms de la cancérologie française, le professeur Barlesi, le professeur Blay. Ils ont
de même appelé dans une tribune publiée dans Le Monde la nécessité de ce registre. Donc pardon Madame la Présidente, je ne veux pas rentrer dans des polémiques stériles entre le Parlement et le gouvernement, mais je crois que l'ensemble des groupes est favorable à ce que nous puissions effectivement inscrire ce registre pour pouvoir justement avoir davantage de données sur le déterminisme de ces cancers, qu'ils soient par nos nouvelles hygiènes de vie, que ce soit par les facteurs environnementaux, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les pesticides, les PFAS et également l'alimentation ultra transformée qui est une des pistes sérieuses pour expliquer notamment tous ces cancers. Maintenant, concernant vos questions précises, je voudrais tout d'abord aussi souligner l'important retour de nos équipes françaises de recherche à l'ASCO qui arrivent effectivement de ce congrès, notamment Paris Cancer Cluster, et notamment saluer l'ensemble de la communauté. Et bien naturellement, au vu de l'ensemble des décisions que prendra ce Parlement sur le budget, il n'y a aucune intention de limiter la recherche sur le cancer en France, de favoriser naturellement, deuxième point, la prévention, puisque le meilleur traitement que l'on peut administrer, c'est celui qu'on n'administre pas, et il faut penser à toutes les séquelles des traitements administrés. Donc nous avons intérêt à agir le plus précocement dans la maladie et ça conditionne le pronostic. Et enfin, dernier point, je crois que ce registre, il est appelé des vœux par le Sénat qui a voté à l'unanimité la proposition de loi de Madame Sonia de la Provôté, et je crois que nous pourrons ensemble, dans une démarche transpartisane, l'inscrire le plus rapidement possible dès que nous en aurons la possibilité. Je vous remercie pour votre courage et votre question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. En fait, c'est simplement pour répondre à votre vœu d'inscrire ce texte le plus rapidement possible. La prochaine semaine de l'Assemblée, ou laquelle l'Assemblée dispose de l'ordre du jour, elle sera en décembre 2025. Donc si vous voulez aller vite, il faut se saisir de ce texte sur l'ordre du jour du gouvernement. La parole est à Monsieur Belkir Belhaddad. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre chargé des Transports. Monsieur le ministre, ça fait maintenant plusieurs mois que le projet d'autoroute A31 bis n'avance plus. D'ailleurs, nous avions eu l'occasion d'évoquer ce sujet lors de votre venue en Moselle il y a plusieurs semaines. L'actuel A31, artère vitale pour les plus de 120 000 travailleurs frontaliers quotidiens et corridor européen majeur pour le fret, est structurellement saturée et vieillissante. Les conséquences directes sont nombreuses, embouteillages quotidiens, accidents fréquents et un réseau secondaire également congestionné. Dans ce contexte, le projet A31 bis incarnait une véritable solution. Ce projet avait été approuvé en décembre 2023 par l'un de vos prédécesseurs, M. Clément Beaune, et une première concertation publique technique a été lancée en septembre 2024. Depuis, et alors que le calendrier du projet est d'ores et déjà retardé, le silence de l'État et de ses services inquiète fortement. Les élus locaux, les entreprises et les Mosellans ont besoin de visibilité. Il y a urgence, Monsieur le Ministre. 6 présidents d'intercommunalités du Nord-Mosellan ont ainsi exprimé leur profonde inquiétude et ont demandé la confirmation de la réalisation de ce projet dans les délais annoncés et l'accélération des procédures administratives. Même si je salue les efforts engagés pour développer les transports collectifs via le SERM, les lignes de bus transfrontalières ou le covoiturage, ces efforts ne pourront pas à eux seuls absorber les flux de passagers à venir. La protection de l'environnement et l'application des normes la permettant doivent rester une priorité. Face aux enjeux de mobilité du territoire mosellan et de remise à niveau de ses infrastructures, le projet d'A31 bis doit être concrétisé selon le calendrier fixé initialement. Monsieur le ministre, est-ce que l'État est pleinement engagé pour mener à terme ce projet? Pouvez-vous apporter des précisions quant au calendrier et à la procédure en cours? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Philippe Tabarot, ministre en charge des Transports. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Belhaddad, le projet A31 bis constitue un aménagement prioritaire pour l'État et je tiens à vous confirmer que nous sommes engagés et déterminés à faire aboutir ce projet structurant pour la mobilité en Lorraine, mais également au niveau national et européen.
Cette infrastructure connaît des saturations récurrentes, vous l'avez dit, qui pénalisent les travailleurs frontaliers et les habitants de votre territoire. Nous travaillons étroitement avec la région Grand Est et l'ensemble des collectivités locales, dont le département de la Moselle, sur ce projet qui est attendu par la majorité des habitants. Un consensus politique local s'est quasiment dégagé lors de la concertation publique de fin 2022. Et je sais que plusieurs parlementaires se sont également impliqués. Le dossier d'enquête publique pour le secteur nord du projet est actuellement en cours de préparation par les services de l'État sous l'autorité du nouveau préfet de Moselle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La concertation préalable à l'enquête publique a ainsi été lancée le 28 mai dernier. Après les consultations obligatoires, autorités environnementales, collectivités territoriales, contre-expertise socio-économique, nous visons le lancement de l'enquête publique à l'automne 2025 pour avoir une déclaration d'utilité publique dans les meilleurs délais. Je sais que le temps de préparation semble trop long, mais le dossier est complexe. Il faut donner toutes les chances à ce projet d'aboutir dans les meilleures conditions. Je tiens à rappeler devant votre hémicycle que le lancement d'un projet de cette envergure nécessite de nombreuses étapes et procédures, notamment sur le plan environnemental. Et permettez-moi de rajouter que face aux procéduriers et à la pression contentieuse qui se pose sur les grands projets d'infrastructure, l'État prend toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que ce projet respecte les plus hauts standards environnementaux. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Corentin Le Fur pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La victoire historique du PSG samedi soir aurait dû nous offrir une soirée de liesse, de partage et de communion collective. Elle a malheureusement été gâchée par des scènes insupportables et inqualifiables, des scènes de chaos en plein Paris, devenues hélas tristement banales. Vitrines cassées, magasins pillés, voitures brûlées, supporters agressés, forces de l'ordre et même pompiers pris pour cible. Le bilan est dramatique, plus de 600 interpellations, au moins 2 décès et des centaines de blessés. Aujourd'hui, comme beaucoup de Français, j'ai un sentiment d'écœurement. Je pense à tous ces vrais supporters du PSG, à tous ces amoureux du football qui se sont fait voler leur victoire et gâcher leur bonheur par des casseurs et des voyous. Je pense à toutes ces familles, à tous ces gens honnêtes, à ces citoyens respectueux qui, par peur d'être dépouillés, ont même renoncé à sortir pour fêter le titre de leur club. Ce scénario se répète désormais à chaque grand rassemblement. Une minorité violente, souvent organisée, saccage l'espace public et s'en prend aux commerçants. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je connais votre détermination absolue et votre grande fermeté. Nous devons trouver une réponse collective pour dire plus jamais ça. Tous ceux qui cassent, qui brûlent, qui pillent, qui caillassent les forces de l'ordre ou les pompiers doivent être condamnés et lourdement sanctionnés. Et surtout, ils ne doivent plus bénéficier d'un seul euro d'aide de l'État. C'est pourquoi, avec mes collègues de la droite républicaine, nous avons déposé une proposition de loi pour instaurer un principe de casseur-payeur. Notre proposition est simple. Plus de RSA, plus d'allocations, plus d'APL, plus d'aide à la formation, plus aucune aide pour ceux qui sèment le chaos dans notre pays. C'est en les frappant au porte-monnaie qu'on pourra mettre fin à cette triste spécificité française et, je l'espère, retrouver le sens de la fête dans notre pays. Êtes-vous prêt, Monsieur le Ministre, à soutenir cette initiative? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Monsieur le député Corentin Le Fur, ce sera avec joie, bien sûr, que je soutiendrai cette proposition de loi. Vous avez totalement raison. Face à ces barbares, on ne peut pas seulement opposer une réponse sécuritaire parce qu'on ne mettra jamais des cordons de CRS devant chaque vitrine de magasin. On ne mettra jamais des escadrons de gendarmerie mobile dans chaque carrefour, sur chaque rue de France. La réponse, elle doit être aussi judiciaire, au-delà de la réponse sécuritaire. Et vous avez raison, le principe du casseur-payeur doit être le point cardinal. 4 propositions. La première, c'est que l'État se retourne systématiquement vis-à-vis de ces casseurs pour qu'ils puissent créer une dette personnelle ineffaçable et qu'ils puissent mobiliser le trésor public pour les moyens de recouvrement. Deuxième proposition, la mobilisation aussi de la solidarité familiale. Nous avons un code pénal, un article 227-17 qui n'est pratiquement jamais utilisé et qui permet de rendre les familles solidaires
lorsqu'elles sont défaillantes. Troisième élément, évidemment, faire payer les casseurs en matière d'aide sociale pour les réduire ou même les effacer totalement. La société française n'a pas à payer pour des casseurs. Et enfin, rendre automatique la constitution de partie civile. Parce que beaucoup de commerçants, d'artisans, de Français, de collectivités ne pensent pas en réalité à engager ces démarches de constitution de partie civile pour faire payer les casseurs. Il faut donc systématiquement que cette constitution de partie civile soit prévue pour qu'enfin il y ait un plein exercice de ce principe. Tu casses, eh bien tu paieras. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Stivic Gustave pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, samedi soir à Puget-sur-Argent, Hicham a été assassiné. Assassiné par son voisin, assassiné en raison de ses origines, assassiné parce qu'il était perçu comme un étranger, assassiné parce qu'il était musulman, assassiné parce qu'il était tunisien. Ce n'est pas un fait divers, c'est un attentat. Un attentat raciste, revendiqué sur les réseaux sociaux. Un acte prémédité, nourri de haine, renforcé par un arsenal retrouvé dans sa voiture. Un acte terroriste, oui, parce qu'il visait à faire peur, à diviser, à inséminer la haine. Et ce drame n'est pas isolé. Il y a quelques semaines, Aboubacar Cissé était tué dans une mosquée dans le Gard. Quelques mois plus tôt, Jamel Benjabala a été écrasé par un militant néo-nazi à Dunkerque, sous les yeux de sa fille. Ces crimes s'accumulent. Et le silence persiste. Non, personne ici a tenu l'arme. Mais à force d'agiter la peur, de stigmatiser les musulmans, d'obséder sur l'immigration, certains préparent le terrain et d'autres passent à l'acte. Derrière les mots, il y a des morts. Derrière les postures, il y a des familles. Derrière le buzz, il y a des mères qui pleurent leurs fils. Ça suffit. Assez joué avec le feu. Assez de ceux qui bâtissent leur carrière politique sur la peur et sur le dos de nos compatriotes. La République n'est pas un champ de bataille identitaire. Elle est un refuge, un rempart, un idéal. Alors oui, il est plus que temps qu'elle protège tous ses enfants, sans hiérarchie, sans exception, sans condition. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des alertes, ce sont des morts. Monsieur Retailleau, vous qui parlez de barbares et d'identité nationale, dites-nous, jusqu'à quand vous ferez de la peur un projet politique alors que des citoyens meurent simplement pour ce qu'ils sont? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Monsieur le député, il y a un point sur lequel je suis d'accord, il y a un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Je suis d'accord avec vous pour affirmer tout haut que ce crime n'est pas un fait divers. C'est beaucoup plus qu'un fait divers. Parce qu'il est désormais prouvé qu'il s'agit d'un crime raciste, sans doute anti-musulman. L'enquête du PNAT nous le confirmera vraisemblablement, et donc terroriste. Si le PNAT s'est saisi, c'est parce que cette affaire est grave. Et vous l'avez très bien dit, c'est parce que cet événement, ce meurtre, l'acte dépasse l'acte en lui-même. Et cet individu, le meurtrier, a voulu s'en prendre à Hicham parce qu'il était étranger. C'est donc un acte antiraciste. Je le répète. Raciste. Je le dis, je le répète. Un acte raciste est un acte anti-français. Nous avons ensemble la même définition de la France et de la République. La République, elle ne reconnaît pas de différence selon les origines, selon les croyances, selon les religions. En cela, nous sommes parfaitement d'accord et je fais confiance à l'autorité judiciaire pour punir gravement, très gravement, celui qui a commis cet acte odieux et abominable. C'est un acte barbare, je l'ai dit. Là où nous ne sommes pas d'accord, on ne peut pas prendre appui sur ce meurtre intolérable pour faire de la politique politicienne. Moi, je le dis de façon très claire, la France n'est pas raciste. Malheureusement, en France, il y a des racistes. Ils doivent être punis gravement, le plus gravement possible, parce que ça n'est pas justement le projet républicain, ça n'est pas non plus le projet de notre pays, qui est un beau pays que nous aimons tous, d'où que nous venions, quelles que soient nos croyances. Et croyez-moi, quand je combats l'islamisme, je ne combats pas les musulmans. Et ceux qui font l'amalgame entre l'islamisme et les musulmans, ceux-là se trompent. Ce sont des pays musulmans qui ont les premiers interdits les frères musulmans. Merci, des pays musulmans.
Monsieur le député. Monsieur Retailleau, je ne suis pas dans la polémique. Ici, je respecte tout le monde. Je suis un défenseur du vivre ensemble. À chaque fois que je vous écoute, j'ai mal à ma France. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Patrice Martin pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Mer et de la Pêche. Madame la ministre, depuis des mois, vous répétez vouloir défendre nos pêcheurs. Pourtant, leur situation se dégrade chaque jour et votre inaction saute à leurs yeux. Chaque matin, ces hommes et ces femmes lèvent les filets, mais chaque soir, ils voient sombrer leurs espoirs. Des quotas drastiques, des interdictions, des contraintes étouffantes. Voilà le quotidien de ceux qui défendent non seulement un métier, mais un patrimoine, une identité, une économie côtière tout entière. À Dieppe comme au Tréport, dans ma circonscription, pendant que les Pays-Bas arment des navires industriels géants, nos pêcheurs sont soumis à des contrôles rigides, disproportionnés. Et les combles. On leur impose de rejeter jusqu'à 80 000 € de poissons à la mer par an. Oui, Madame la Ministre, 80 000 € de poissons rejetés dans l'eau, pendant que vous alignez des discours creux et les promesses sans lendemain. Autre coup dur, les conséquences du Brexit. Le Royaume-Uni reprend ses eaux, la pêche illégale prospère et la France regarde impuissante. Pendant ce temps, les éoliennes offshore grignotent les zones de pêche, perturbent les écosystèmes et ruinent l'espace vital de nos marins. Ajoutez à cela la pression écrasante de l'Office français de la biodiversité et des règlements européens absurdes. Vous comprenez donc, nos pêcheurs se sentent abandonnés, relégués au rang de variables d'ajustement. Résultat, un déficit commercial abyssal, 5 milliards € pour la deuxième façade maritime mondiale, 5 milliards € de déficit. Voilà le prix de notre politique. Alors je vous le demande, quelles mesures concrètes allez-vous mettre fin pour sauver cette filière, inverser cette balance commerciale catastrophique et défendre nos intérêts à la conférence des Nations Unies sur l'océan? Ou bien allez-vous continuer à sacrifier nos pêcheurs sur l'autel des dogmes européens et des illusions technocratiques? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Martin. Merci de me donner l'occasion de redire ici mon soutien total aux pêcheurs français qui pratiquent une pêche durable. Je sais que la filière vit une période difficile. Il se trouve que je travaille quotidiennement à leur côté. Mes priorités sont claires. Défendre notre souveraineté alimentaire, protéger nos pêcheurs contre la concurrence déloyale et sécuriser à long terme leur capacité à exercer leur métier en protégeant la ressource halieutique. Et cela se traduit par des actes. J'ai obtenu que nos pêcheurs continuent d'accéder aux eaux britanniques jusqu'en 2038. 10 ans de sécurité et de stabilité, personne ne l'imaginait en janvier, c'est fait aujourd'hui. J'ai obtenu qu'ils aient la compensation au même niveau que l'année dernière pour la fermeture du golfe de Gascogne. Les pêcheurs ont été déjà compensés. Le guichet pour les mareyeurs vient d'ouvrir. Je l'ai obtenu de la Commission européenne. Vous avez l'air d'ignorer, Monsieur le député, que les Néerlandais sont soumis aux mêmes règles drastiques que vous soulignez. Eux-mêmes sont aussi soumis aux TAC et aux quotas. Et donc, c'est cette pêche contre laquelle vous avez l'air de vous lever, qui permet aujourd'hui de redresser les stocks de poissons et qui permet à nos pêcheurs, je pense notamment aux thoniers en mer Méditerranée, de gagner beaucoup mieux leur vie qu'ils ne le gagnaient il y a 15 ans. Alors, Monsieur le député, sachez que je serai au rendez-vous avec nos pêcheurs dans le cadre du contrat stratégique de filière que nous avons signé avec eux. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et à l'UNOC, comme devant la Commission européenne, nous porterons une vision exigeante de la politique de pêche commune, une vision qui protège contre la pêche illégale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, nos pêcheurs attendent des résultats. Plus de discours, du résultat, c'est ce qu'ils veulent. Madame la Ministre. Monsieur le député, des résultats, ils en ont eu. Ils en ont eu sur le Brexit, ils en ont eu sur la fermeture du golfe de Gascogne, ils en auront à l'UNOC. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Harold Uvard pour le groupe Yacht. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'Himalaya n'est pas une montagne que l'on peut escalader seul.
Le 15 avril dernier, vous indiquiez votre volonté de consulter les groupes parlementaires et de travailler en transparence avec la représentation nationale sur la préparation du budget 2026. Beaucoup de députés y sont prêts, comme c'est le cas pour nous au sein du groupe LIOT, car il s'agit d'un travail de fond et d'un préalable indispensable, sans lequel il n'y aura pas même d'examen possible d'un budget à l'automne. Comme beaucoup de députés et comme beaucoup de Français, nous sommes préoccupés par le dérapage actuel des finances publiques et conscients de la nécessité de réagir de façon urgente. Et pourtant, depuis le 15 avril, en fait de travail collectif, nous n'avons eu droit qu'à des indiscrétions par voie de presse, le plus souvent suivies de démentis. Un jour sur la TVA sociale, l'autre sur l'abattement des retraités et encore sur la question du référendum. Nous sommes aujourd'hui le 3 juin et la seule information concrète que nous ayons, c'est une échéance, celle du 14 juillet, date à laquelle vous entendez présenter vos conclusions. Ma question est donc simple. Attendez-vous que la session soit terminée, que les portes du Parlement soient fermées et les députés dans l'incapacité de se réunir pour dévoiler votre plan de redressement des finances publiques? Si tel n'est pas le cas, quand comptez-vous recevoir les représentants des groupes parlementaires? Quelle méthode et quel calendrier comptez-vous leur présenter? Et vous engagez-vous à présenter vos conclusions à un moment où l'Assemblée siégera afin de garantir le rôle d'examen, de contrôle et de proposition que la Constitution de la République lui a confié? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Harold Uvart. Bien évidemment, nous allons tenir l'engagement qui a été pris par le Premier ministre. Et nous avons effectivement commencé à partager avec vous le point de situation lors du comité d'alerte des finances publiques autour du Premier ministre le 15 avril. Nous allons d'ailleurs tenir un nouveau comité d'alerte pour vous tenir au courant de l'état des lieux. Et avec la ministre chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin, le dialogue est permanent avec le Parlement, mais permettez-moi de dire qu'il va prendre une intensité particulière, effectivement, à partir de ce mois de juin. Parce que, comme vous l'avez relevé, le Premier ministre rendra ses décisions à la mi-juillet, mais ces décisions doivent être nourries du dialogue avec le Parlement. Et avec la ministre, nous allons, pendant le mois de juin et avant le 15 juillet, recevoir l'ensemble des groupes représentés ici et représentés au Sénat, afin de recueillir vos avis, vos propositions, vos opinions, la façon dont vous souhaitez que nous préparions ce budget. Mais le débat ne s'arrêtera pas le 15 juillet, puisque le 15 juillet, effectivement, ce sera le Premier ministre qui présentera les orientations du gouvernement. Et nous avons bien l'intention, avant la session parlementaire de rentrée, de poursuivre le débat avec les groupes, de façon à construire ensemble un texte qui représente le plus possible les grandes orientations du gouvernement, mais enrichi de celles des parlementaires. Voilà ce que nous comptons faire en liaison étroite avec vous. Je vous remercie. Monsieur le ministre, la parole est à présent à monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise. Présidente, monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis 20 mois maintenant, Israël accomplit l'extermination du peuple palestinien sous le regard complaisant ou complice des États-Unis et de la France. Ce génocide est le premier de l'histoire à être diffusé dans toute son horreur, en clair et en direct, à la face horrifiée du monde entier. Les tentatives des dirigeants israéliens pour effacer du disque dur de l'histoire le martyre infligé à tout un peuple n'y feront rien, comme n'y feront rien et n'effaceront rien les propagandistes appointés, journalistes et politiques corrompus pour insulter depuis leurs estrades dorées la vérité autant que notre humanité. Jusqu'à cet abject gala parisien Diaspora Defense Forces, destiné à glorifier et absoudre les crimes d'une nation génocidaire, tout en déclenchant l'hilarité de ses participants au moyen de quiz barbares bientôt disponibles en kiosque et demain dans les programmes officiels bolloréens de l'éducation nationale. À ces 2 ans de bombardement, à la pulvérisation des corps sous les missiles, à l'holocauste des Gazaouis calcinés sous les bombes incendiaires, s'ajoute désormais le blocus humanitaire comme arme implacable d'extermination massive, expérimentée jadis par d'autres régimes génocidaires. L'horreur des tirs de snipers israéliens comme un baltrap sur des spectres affamés. Sanctionner Israël serait injuste, martèle la présidente de l'extrême droite, éborgnée par son islamophobie qui l'emporte sur l'antisémitisme historique de son clan politique.
Face à ce cauchemar humanicide, un équipage d'aide humanitaire internationale, dont l'activiste Greta Thunberg et notre député Rima Hassan, a appareillé dimanche pour rallier Gaza et convoquer la réaction internationale au chevet des Gazaouis. Il y a 15 ans, Israël attaquait un navire similaire, assassinant 9 personnes. Monsieur le ministre, votre gouvernement va-t-il enfin poursuivre ces galas pour apologie de crimes contre l'humanité? Allez-vous exiger d'Israël le respect de la Convention de Genève qui garantit le droit absolu des civils à l'aide humanitaire? Et enfin, avez-vous imposé l'autorité de la France pour protéger la Freedom Flotilla for Gaza? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, la France condamne avec la plus grande fermeté les bombardements sur les civils, le blocage de l'aide humanitaire, les déplacements forcés de population ou encore les décisions récentes du gouvernement israélien s'agissant de l'établissement de nouvelles colonies. Et nous le disons au peuple israélien, plutôt que l'état de guerre permanent que préfigurent les décisions actuelles du gouvernement israélien, il existe un autre chemin, une autre solution. Et cet autre chemin, celui qui le décrit le mieux, c'est Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël en 2009 à Bar Ilan. Écoutez-le. Nous devons dire la vérité. Au sein de cette patrie vit une large communauté palestinienne. Nous ne voulons pas les dominer, nous ne voulons pas gouverner leur vie, nous ne voulons pas leur imposer ni notre drapeau, ni notre culture. Dans ma vision de la paix, sur cette petite terre qui est la nôtre, deux peuples vivent librement, côte à côte dans l'amitié et le respect mutuel. Chacun aura son propre drapeau, son propre hymne national, son propre gouvernement. Aucun ne menacera la sécurité ou l'existence de l'autre. Et je le dis maintenant clairement, si nous recevons cette garantie concernant la démilitarisation et les besoins de sécurité d'Israël, et si les Palestiniens reconnaissent Israël comme l'État du peuple juif, alors nous serons prêts, dans le cadre d'un futur accord de paix, à parvenir à une solution où un État palestinien démilitarisé existera aux côtés de l'État juif. Eh bien voilà, mesdames et messieurs les députés, que nous appelons le Premier ministre israélien à revenir exactement et précisément à ses propos de 2009, car c'est la seule voie et le seul chemin vers la paix et la sécurité pour son peuple. Merci, monsieur le ministre. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.